Merci à vous. Merci à ceux qui m'ont invité, effectivement. J'ai accepté tout de suite parce que être invité par un biologiste et un médecin, voilà, c'est une aventure, hein, on n'est pas habitué à ça. Alors évidemment, avec ce genre de livre, ça a été plus fréquent ces derniers mois, mais voilà, je pense que, enfin, moi, ça m'a intéressé d'être lu par des gens d'ailleurs de ma discipline, puisque moi je suis allé voir dans plein d'autres disciplines que la mienne. Il faut aussi que je dise une chose, c'est que pendant longtemps l'interdisciplinarité c'était vraiment le truc qui me désespérait, quoi. Enfin, ça m'intéressait pas du tout, pour dire les choses cash, hein. On n'a pas de temps, hein, donc il faut y aller direct. Moi, ça m'intéressait pas. Je voyais le CNRS à sa tête, hein, généralement, puisque le corps fonctionne de manière tout à fait monodisciplinaire. Voilà, on vous dit interdisciplinarité, et puis les commissions, c'est oui, c'est pas un vrai sociologue, c'est pas un vrai historien, c'est pas un vrai anthropologue, c'est pas un vrai ceci, cela. Donc, il faudrait peut-être coordonner la tête et les membres. Mais moi, je voyais pas, à chaque fois qu'il y avait des projets interdisciplinaires, j'ai jamais répondu. Jamais. Donc, vous voyez, je pars de loin, mais d'un loin qui est commun en sciences sociales. La plupart de mes collègues sont aujourd'hui dans le même état où j'étais il y a à peine quelques années. Donc c'est pas du tout une critique que j'adresse aux sciences sociales ni quoi que ce soit. Tant qu'on voit pas, et c'est ce que je ne cesse de dire aux instances du CNRS, tant qu'on voit pas comment attraper des problèmes interdisciplinaires, on peut les nommer comme ça, mais tant qu'en fait on pose pas les problèmes en se disant de toute façon pour résoudre ce problème je ne peux pas rester seulement sociologue, mais je suis obligé d'aller lire de la sociologie, de l'histoire, de l'anthropologie, de la préhistoire, de la paléoanthropologie, de la biologie évolutive, des neurosciences, tout ce que vous voulez, selon les cas, selon les types de problèmes que vous avez, etc. Tant que vous n'avez pas cette nécessité-là, ça peut pas prendre, en fait, cette interdisciplinarité. On force pas les gens à faire de l'interdisciplinarité, c'est pas possible. Donc, moi, ce que j'ai essayé de montrer là, c'est que pour des questions fondamentales, enfin, qui me semblent fondamentales dans les sciences humaines et sociales, déjà bien trop dispersées en leur sein, entre elles, mais à l'intérieur de chaque discipline, il y a quand même une dispersion que je trouve terrible. J'ai essayé de montrer que, paradoxalement, alors que ça paraît impossible, parce que la plupart du temps, les gens raisonnablement me disent « mais comment tu peux faire? C'est pas possible. C'est pas possible de lire... » Déjà, on a tellement de choses à lire, et puis on n'a pas que ça à faire non plus que de la recherche, hein. Beaucoup de mes collègues sont, comme je l'ai été pendant très longtemps, enseignants-chercheurs, donc voilà. Il y a un principe aussi de réalité, quel est le temps que j'ai, dont je dispose, est-ce que je peux me permettre d'aller lire des choses dans des domaines, et puis comment je vais repérer les bonnes choses dans ces domaines alors que c'est pas mon métier, et ainsi de suite. Bon, je dis tout ça en vrac, mais pour vous expliquer que il y a un vrai problème. Plus on est enfermé dans une sous-discipline à l'intérieur de sa discipline, moins on voit comment en sortir, mais aussi moins on voit les problèmes généraux, en fait. Plus vous découpez, moins vous voyez des choses qui sont découvertes aussi, enfin vous croyez être sur des problèmes spécifiques de la France contemporaine, dans tel ou tel secteur, et puis si vous avez l'occasion un jour de tomber sur un truc d'un préhistorien, d'un anthropologue d'une autre société, vous vous rendez compte que ah tiens, ça ressemble quand même. Alors, généralement, on s'arrête là en disant, oui, ça ressemble, mais bon, on va pas faire de la comparaison sauvage, et ainsi de suite, et en fait, on s'arrête très rapidement, par réalisme, j'ai un manque de temps, je peux pas, je suis pas assez compétent, comment je pourrais l'être, bon. Donc, tout ça pour dire que c'est pas une chose très très simple. L'ouvrage dont je vais essayer d'évoquer quelques grands points a au moins deux grands enjeux. C'est d'abord un enjeu épistémologique.
parce que les sciences sociales se sont installées dans une situation épistémologique très relativiste. Je vais directement, hein, là aussi, au but, on pourrait nuancer, voilà. Il y a plein de discussions sur ces questions-là, mais quand même une situation, je trouve, très relativiste, avec l'idée que bon, il n'est pas possible de formuler des lois, qu'il n'est pas possible de formuler des acquis des sciences sociales très généraux depuis 150 ans que ça existe, qu'il n'y a pas de cumulativité scientifique en sciences sociales, et donc, évidemment, pas de progrès, le mot progrès étant devenu quasiment un gros mot quand même dans nos disciplines, alors que ça n'est pas le cas en physique, en biologie et ailleurs, où on continue à penser qu'on en apprend de plus en plus, de mieux en mieux, etc. Et que c'est pas une vision considérée comme naïve ou passéiste ou je ne sais quoi, alors qu'il est de bon ton en sciences sociales, quand vous dites loi, cumulativité, etc., de traiter les gens de naïfs. On est réaliste, enfin, quand on est réaliste, on est naïf, hein, ou positiviste. Hein, comme disait Bourdieu, positiviste, on ne sait jamais exactement ce que ça veut dire, mais on sait que c'est une insulte, quand même. Voilà. On ne sait pas ce que veulent dire les gens, mais on sait bien que c'est pas bien d'être positiviste. C'est la même chose pour le réalisme. Généralement, les gens accolent naïf, hein, une naïveté positiviste, réaliste, etc. Et puis alors dire qu'il y a du progrès possible, qu'il y a des lois possibles, tout ça, enfin bon, ça fait ricaner beaucoup de gens. Et en fait, moi, je m'en fous des ricanements. Voilà, je le dis comme ça, parce que ça ricane tellement dans le métier que je trouve que c'est intéressant de regarder les gens ricaner et passer à côté de vrais problèmes que nous avons, qui sont des problèmes collectifs dont on se plaint d'ailleurs dans les sciences sociales en permanence, en disant on n'est pas suffisamment écouté, on ne nous considère pas comme des sciences, etc. Et c'est vrai que nous souffrons du rapport que l'extérieur a à nous. Bourdieu l'a dit 1000 fois sur des sciences qui dérangent, etc. On parle de pouvoir, de domination, d'inégalité, enfin autant de choses que généralement les pouvoirs qui nous financent n'ont pas envie d'entendre parler. Il y a plein de choses qui dérangent dans les sciences sociales, donc il y a des attaques extérieures évidemment, mais il y a aussi des faiblesses internes, et notamment le fait que nous ne soyons pas capables de dire par exemple très clairement qu'est-ce que nous avons appris depuis 150 ans. Là, vous mettez les gens en PLS, c'est un piège. J'ai vu même un collègue dire, bon, enfin, je ne vais pas dire où parce que sinon vous allez repérer la personne, on lui avait demandé quels étaient ses résultats et qu'il ne savait pas quoi répondre, etc. C'est quand même pas positiviste de demander à quelqu'un qu'est-ce qu'il a appris, quoi. Enfin, je sais pas, s'il n'aime pas le mot résultat, on peut peut-être dire qu'est-ce que tu as appris sur ton terrain, dans ton analyse, etc. On n'est pas obligé de faire peur tout de suite avec des mots résultat. Bon. Mais, vous voyez, il y a une crainte générale, et au fond, les gens se sont accommodés à une situation épistémologique très relativiste où chacun a son point de vue, chacun peut défendre sa petite boutique, on est un univers de petits artisans commerçants. C'est un peu ça le modèle. Alors, je l'ai écrit il y a très longtemps dans l'esprit sociologique, ça fait quand même un bon moment, mais là, moi, j'en pouvais plus, en fait. Voilà. Donc, j'ai écrit ce livre aussi parce que j'en avais marre de vivre dans un univers où les gens ne voulaient pas accepter de voir ce qu'ils avaient en commun, plutôt que de voilà, immédiatement dire que l'autre dit que des conneries, etc. Que de toute façon, depuis le début... voilà, enfin, il n'y a pas d'avancée parce que chaque situation historique est porteur de nouveaux problèmes. Alors ça, c'est exactement ce que disait Max Weber. Donc, des gens tout à fait sérieux, comme Weber, ont écrit que nous étions des sciences vouées à rester éternellement jeunes, comme il disait, notamment parce que nous avons des problèmes en permanence qui sont différents. Bon, c'est vrai, si vous pensez que c'est lu des médiévistes et des gens qui travaillent sur la société féodale, et nous qui travaillons sur des sociétés modernes, etc., vous voyez bien les différences. Vous voyez bien que, bon, on peut se dire qu'est-ce qu'on a à partager, franchement, l'humain, bon, c'est vague, c'est général, on n'a rien à dire
voilà, c'est peut-être intéressant de les lire, mais ça va pas nous aider pour comprendre notre société. Alors, il faut revenir un peu sur l'ensemble de ces points. Je vais traiter la partie épistémologique très rapidement, mais je suis obligé d'y revenir pour expliquer que la seconde partie, qui consiste en un raccordement des sciences du vivant et des sciences sociales, est une conséquence de ma volonté de formuler des lois, de dégager des invariants, etc. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Et je le dis parce que quand on fait de la recherche, voilà, on peut dire ah ben, il est parti avec l'idée de renouer les liens entre la biologie et la sociologie ou je ne sais quoi. Pas du tout. Enfin, si on m'avait dit il y a 5 ans, tu vas vers ça, j'aurais dit non, mais vous rigolez, c'est hyper dangereux, c'est risqué, et puis c'est pas possible. Bon. Donc, il a fallu tout un tas d'étapes pour arriver à cette situation-là et à voir que c'était la seule façon de répondre aux questions que je me posais et de résoudre les problèmes que je me posais et que je pense beaucoup de gens se posent. Alors, pour revenir en quelques minutes sur cette question épistémologique, on peut dire, pour citer au moins 2 noms, qu'il y a une épistémologie qui a été formulée par Max Weber, et c'est sur une théorie de la science, et prolongée, formalisée par Jean-Claude Passeron, qui est un Weberien depuis son jeune... le début de sa carrière. Il a toujours été sans doute plus weberien que Bourdieu, avec qui il travaillait. Et ces auteurs ont formulé un certain nombre d'objections par rapport à l'idée qu'on pourrait formuler des lois, penser qu'il y a de la cumulativité scientifique énonçable, et qu'il y a donc qu'il y aurait du progrès scientifique dans les sciences sociales. Le premier argument, c'est nous sommes, chez Passeron, c'est le caractère non expérimental des sciences humaines et sociales. Alors, nous ne pouvons pas, explique-t-il, étudier les faits que nous étudions, les phénomènes que nous étudions, toutes choses étant égales par ailleurs. Nous ne sommes pas dans les conditions expérimentales, donc nous ne pourrons jamais dégager des lois générales. Alors, c'est vrai, c'est vrai que nous ne sommes pas des sciences expérimentales, ou très peu, parce qu'on peut un peu contester. Puis Passeron lui-même a dit qu'il y a des moments expérimentaux dans les travaux des chercheurs en sciences sociales, mais c'est surtout que des lois, des disciplines, des sciences qui ont formulé des lois, et pas n'importe lesquelles, puisque c'est la physique et la biologie, l'ont formulé dans des conditions non expérimentales. Donc c'est bien malheureux d'utiliser un argument qui n'a aucun poids. Au fond. Si vous connaissez, alors je ne veux pas m'attaquer, je suis invité par un philosophe, je ne veux pas m'attaquer à la philosophie, mais nos épistémologues, nos sociologues sont souvent agrégés de philo, ou philosophes de formation, etc., et n'ont pas toujours une formation scientifique, sauf quand ils font de la philosophie des sciences, voilà. Et du coup, ils ont des fantasmes sur ce que c'est que les sciences dites dures ou qu'on va qualifier d'expérimentales. Bon. Sur cette question de l'expérimentation, l'astrophysique, la cosmologie ne sont absolument pas expérimentales. Qu'est-ce que vous voulez expérimenter avec des planètes, avec des galaxies, bon. Je ne veux pas dire, je vais placer une planète dans telle condition et puis la comparer avec une autre dans telle autre position dans l'espace, dans l'univers, etc. Bon, ça n'a pas de sens, et ça ne les a pas empêchés de formuler des lois très générales. De la même façon pour la biologie. La biologie évolutive, il n'y a pas un seul raisonnement expérimental chez Darwin. Pas un. Toute la biologie actuelle, qu'elle soit cellulaire, moléculaire, génétique, au niveau de l'organisme ou des groupes, est
et darwinienne, c'est-à-dire accepte le cadre darwinien de la sélection naturelle, etc., en modifiant des choses, en voulant rajouter des éléments qui n'étaient pas dans la tête de Darwin, parce que les recherches n'avaient pas été faites. Mais bien sûr qu'il y a plein d'expérimentations dans plein de branches de la biologie, mais Darwin n'est absolument pas un expérimentaliste, et puis il n'y a pas d'expérimentation possible pour la biologie de l'évolution, puisque c'est sur des millions d'années que ça se joue. Donc voilà, pas d'expérimentation possible. Donc le premier grand argument qui est quand même central dans le raisonnement sociologique de Jean-Claude Passeron ne tient pas. Et il suffisait de connaître les sciences biologiques et physiques. D'ailleurs, je tiens à préciser, j'aurais dû le dire dès le départ, que moi j'ai une formation scientifique au départ. Je viens pas du tout, j'ai pas fait les classes prépa plutôt littéraires ou BL ou quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai pas fait les classes prépa. J'étais voué à faire des classes prépa maths sup T, etc. Mes collègues ont tous fait des écoles d'ingénieurs et un seul a réussi Polytechnique. Donc, bon, sur 30, c'est pas terrible non plus comme résultat, mais voilà, moi je viens de cet univers-là et j'ai été intéressé pour des raisons biographiques par les sciences sociales. Et ça change un peu les choses parce que j'ai appris quand même dans ma formation et j'ai toujours été intéressé par les sciences au sens classique du terme. Et donc, à chaque fois que j'entendais parler d'expérimentation, etc., ça me paraissait bizarre. Deuxième élément, on nous dit, et ça c'est un argument Weber qui est repris par Passeron, on nous dit c'est pas possible de faire des lois générales pour des objets qui ne cessent de bouger, qui sont historiques. Effectivement, les sociétés humaines ne cessent d'évoluer, de bouger, si on ne veut pas utiliser le terme évolution. Elles se transforment en permanence, il y a des variations culturelles, spatio, temporelles, permanentes. Ça, c'est un fait. Mais en quoi ça nous distingue des objets de la physique et des objets de la biologie? Bah, pas tant que ça. Alors là aussi, reprenons les bases. L'univers est en expansion. Eh oui, ça bouge. Ça ne cesse de bouger même. Il y a même un événement dont j'ai entendu tous au moins parler une fois, c'est le Big Bang. On a été obligé de modéliser ça à un moment où, d'ailleurs, les lois de l'univers commencent à prendre effet, on va dire. Et les physiciens se posent la question, mais alors, avant le Big Bang, est-ce qu'il y avait les mêmes lois? Est-ce que, bon, ils sont dans des questionnements très, très fondamentaux. Mais ça bouge. Il y a des naissances de galaxies, des morts de galaxies, des naissances de planètes, d'étoiles, des morts de planètes, d'étoiles, etc. L'univers reste pas en permanence le même, loin de là. Donc, c'est pas un argument. Alors, prenons la biologie, on peut dire, notre biologie, elle bouge pas. Ben, vous rigolez. C'est la base de Darwin. La variabilité du vivant, ça ne cesse de bouger à l'intérieur d'une espèce, entre espèces, et les espèces évolue. Là, on peut dire évolution. Donc, même Darwin a été présenté dans l'histoire des sciences comme un transformiste par rapport à des conceptions fixistes du vivant. C'est-à-dire qu'effectivement, pour lui, les espèces n'ont pas été créées une fois pour toutes, évidemment, par un grand créateur. C'était ça, là, ce que pensaient beaucoup de gens. Beaucoup d'espèces ont été créées, et puis une partie sont mortes, donc on les trouve sous forme fossile. Mais voilà, il n'y a pas passage, disparition d'une espèce, d'autres qui arrivent à s'adapter et à évoluer, à donner d'autres espèces avec des ancêtres communs, tout cet arbre, ce buisson darwinien avec des ancêtres communs. Ben ça ne cesse de bouger. Voilà. Donc là aussi, s'il y a d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a parlé d'histoire naturelle. Le terme d'histoire n'est pas arrivé comme ça par hasard, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire sur très 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 longue durée. Ça fait criser le modèle de Brodel, la longue durée. Pour lui, c'était des centaines de milliers d'années. Bah, pour les préhistoriens, c'est des dizaines, centaines de milliers d'années. Pour des gens qui pensent l'histoire du vivant, c'est des milliards d'années. Bah, c'est comme ça. Ça ne cesse de bouger et on a formulé l'hypothèse
d'un ancêtre commun qui était une seule cellule, alors sans doute apparue à différents endroits de la Terre, mais qui a donné lieu à toutes les formes de vie. Voilà. Donc s'il y a quelque chose qui ne cesse de bouger, c'est le vivant. Et pourtant, formulation de lois par Darwin, les lois de la sélection naturelle, avec les 3 grandes lois de variabilité, d'hérédité et de sélection. Voilà. Et lui-même dit c'est compliqué. D'ailleurs, j'ai pris une citation de Darwin qui est assez célèbre, parce qu'en fait, si vous pensez, par rapport à l'extrait que je vais vous donner, si vous pensez aux sciences sociales, vous verrez que c'est exactement là où les sciences sociales bloquent. Hein. Bon, il dit, c'est dans l'origine des espèces, il est intéressant d'observer un talus enchevêtré, tapissé de nombreuses plantes de toutes sortes, tandis que les oiseaux chantent dans les fourrés, que divers insectes volettent çà et là, et que des vers se glissent en rampant à travers la terre humide, et de penser que ces formes à la construction recherchée, si différentes les unes des autres, et qui dépendent les unes des autres d'une manière si complexe, ont toutes été produites par des lois qui agissent autour de nous. Bon. Donc le talus enchevêtré, c'est exactement l'image que nous avons de nos sociétés. C'est compliqué, qu'est-ce que vous voulez sortir des lois de ça? Eh bien la biologie est exactement dans la même situation. Et on en a sorti quand même des lois. Voilà. Donc c'est important. Alors je ne vais pas citer un collègue qui a écrit à peu près les mêmes choses pour les sciences sociales, dans un ouvrage un peu sur la présentation des sciences sociales, où il dit grosso modo, le monde est brouillon, c'est pour ça que nous sommes brouillons. Voilà. Donc ils n'en tirent pas du tout les mêmes conclusions que Darwin. Il dit pas il faut mettre de l'ordre là-dedans et essayer de voir tout ce qui est, toutes les lois qui se combinent à l'intérieur de ce vivant extrêmement foisonnant, compliqué, etc. Il dit au contraire, nous sommes brouillons et nous sommes dispersés parce que de toute façon il n'y a pas de théorie générale possible et il n'y a pas de loi possible dans ce foisonnement trop riche, trop complexe, etc. Troisième élément qu'on cite souvent, c'est la complexité. Alors, je ne vais pas m'arrêter là, mais les gens qui pensent que c'est plus simple, l'objet de la physique, ou les objets de la physique, l'infiniment petit, l'infiniment grand, etc., c'est plus simple que le social. Là, je suis un peu désespéré parce que j'ai pas de mots, quoi. Ça veut dire qu'ils savent vraiment pas ce que c'est que la physique, quoi. Et la même chose pour la biologie. C'est une complexité terrible. Simplement que les gens ont su trouver des chemins dans cette complexité, trouver des manières d'attraper des choses qui permettaient de comprendre des choses très compliquées, foisonnantes, complexes, etc., et les réduire à un certain nombre de lois fondamentales. Voilà. Je donne un exemple via une boutade de Testard, qui est un anthropologue que j'aime beaucoup. Un Testard disait, avec une mentalité de chercheur, alors lui disant l'anthropologie, parce qu'il est anthropologue social, mais avec une mentalité d'anthropologue social, les physiciens seraient encore à se demander si les pommes rouges tombent aussi bien que les pommes vertes, ou que les poires, ou que ceci, ou que cela, etc. C'est-à-dire que les sciences sociales sont toujours à dire oui, vous avez acquis quelque chose là, mais est-ce que c'est la même chose à Byzance 500 ans avant, et puis dans tel autre pays, et 20 ans après, etc. Des gens s'empaillaient dans les années 50 en France pour savoir si Marx, d'accord, il parlait du capitalisme, mais ça vaut pour l'Angleterre, est-ce que ça vaut pour la France, pour l'Allemagne aussi bien, et puis quand on parle du capitalisme au Japon, alors qu'il n'y a pas les mêmes traditions syndicales, religieuses, etc., est-ce qu'on peut parler de capitalisme? Ma réponse est oui. Je pense que on n'a pas à tergiverser là-dessus, qu'évidemment ces formes de capitalisme revêtent des tonnes de singularités en fonction de l'histoire culturelle et sociale de ces différentes sociétés, mais que n'empêche que, heureusement qu'il y a eu Marx pour formuler l'existence d'un mode de production qui est simplement défini, enfin relativement, pour ces éléments les plus structurants. Voilà, quoi. Donc,
les sciences sociales butent devant une complexité et un foisonnement. Voilà. Donc, ça c'est le troisième point. Un autre point qui se déduit, c'est un peu la même chose que complexité, un peu la même chose que ça bouge tout le temps, c'est l'idée de singularité. C'est lié parce que, évidemment, on va vous dire, l'Espagne à telle époque, c'est pas les Nambiquara, mais c'est pas non plus l'Espagne à telle autre époque, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on va singulariser. Chacun, d'ailleurs, on est historien, vous regardez les types des thèses, c'est j'ai travaillé, ce qui est une modestie, hein, une honnêteté, j'ai travaillé de telle date à telle date. Bon, ok. On est allé voir des archives, on n'est pas allé au-delà, c'est bien de le dire comme ça. Mais à un moment donné, on finit par penser que plus rien n'est comparable avec rien. Voilà. C'est-à-dire que ce qui se dégage ici ne pourra pas forcément se dégager là, et même la question ne se pose même pas, puisque les gens vont rester dans leur ère de spécialité, dans leur période, dans leur... voilà, en tant qu'historien, mais aussi en tant que sociologue, ils vont être sur des aires particulières, des périodes particulières, des sociétés particulières, et donc ils ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce qui pourrait être commun à toutes ces situations-là. Donc singularité, c'est quand on dit le social a cette caractéristique, les objets sociaux ont pour caractéristique d'être trop singuliers pour pouvoir donner lieu à la formulation de lois, et ben, là, de la même façon, on peut répondre qu'il n'y a pas moins de singularité dans le vivant, il n'y a pas moins de singularité dans l'univers. Testard disait on a été obligé de donner des noms à des planètes différentes parce qu'elles ne sont pas de même taille, elles sont géologiquement différentes, elles n'ont pas les mêmes atmosphères, elles n'occupent pas la même position dans le système solaire, dans la galaxie, etc., etc. Elles sont singularisées par plein de choses. Et pourtant, il y a des lois de Kepler. Et pourtant, il y a des lois de Newton. Et pourtant, il y a des lois de la relativité restreinte ou générale, reformulées donc en loi de la relativité générale par Einstein, etc., etc. Donc, la singularité, là aussi, on inverse les choses. On croit que la nature se présente, pour les physiciens ou la biologie, comme des choses générales. Mais pas du tout. Elle se présente toujours comme des choses tout à fait singulières, particulières même. Il n'y a pas une espèce qui ressemble à une autre. Il y a même des gens qui, de la même façon que nous, sont spécialisés. Il y a des myrmécologues qui n'iront jamais lire le travail. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais, enfin, je suis sûr que ça existe. Des myrmécologues qui travaillent sur les fourmis, qui ne lisent pas les primatologues. Si vous voulez vraiment percer dans votre spécialité, vous êtes spécialiste des fourmis, vous lisez à la limite les gens qui travaillent sur les termites, parce que c'est des insectes sociaux comme les fourmis, mais aller jusqu'aux primates, bon, ça me fait perdre du temps, peut-être le week-end, pour me détendre, mais pas centralement pour mon travail. Ben voilà, en fait, les fourmis sont hyper singulières. Par rapport à des chimpanzés, je sais pas, des citelles, des oiseaux, enfin, ce que vous voulez. Il y a tellement d'espèces différentes qui fonctionnent avec des systèmes, des organes très différents, etc. Et en même temps, là aussi, il y a beaucoup de choses en commun et des lois qui font fonctionner tout ce vivant. Bon, donc... Là aussi, mauvais argument pour les sciences sociales. Ce que nous appelons singularité, c'est notre incapacité à voir le général dans le singulier. Parce qu'évidemment que c'est singulier. Personne ne peut dire le contraire. Mais le singulier n'est que une sorte de pli général de plein de propriétés générales. Des propriétés qui sont générales, se combinent pour créer des situations, des espèces, des planètes, etc., singulières. Donc, voilà, c'est pas un argument. Puis le dernier argument, je m'arrête là sur l'épistémologie, c'est, on me dit, alors je suis intervenu il y a quelques années, je testais déjà la partie épistémologique auprès de collègues, et un collègue m'avait dit, mais de toute façon, quand
s'il y a loi, il y a prédictibilité. S'il n'y a pas prédictibilité, évidemment, c'est pas difficile de me faire dire que oui, je peux pas prédire. Enfin, je peux prédire certaines choses, si. Je peux y revenir juste après. Mais en tout cas, la prédictibilité n'est pas générale. On ne peut pas tout prédire. La question, c'est de savoir est-ce que les sciences physiques et biologiques peuvent prédire. Mais aucun biologiste de l'évolution n'a prédit l'apparition d'une espèce. Or, c'est à ce niveau-là qu'on se situe en sciences sociales pour dire, tu vois, tu peux pas prédire. Tu peux pas prédire que le capitalisme va s'effondrer à tel moment. Tu peux pas prédire que il va y avoir une résurgence de tel ou tel phénomène à telle époque, et ainsi de suite. Mais si on se place à ce niveau-là de réalité, les physiciens ou les biologistes ne peuvent pas plus prédire. Voilà. Ce que peut prédire un physicien, c'est qu'un objet, si vous êtes sur Terre, vous prenez un objet, vous le lâchez, il va tomber. Ça, c'est facile. Il peut, éventuellement, si c'est relativement simple, vous êtes dans un espace un peu confiné comme cet amphi qui est là, on va en sortir vivant, hein. Mais avec peu d'oxygène, pas de mouvement pas de vent, etc. On peut, en calculant avec la résistance de l'air, on peut dire, étant donné voilà, la masse, la surface, etc., de l'objet, il va tomber au bout de tant de secondes par terre. Voilà. Mais par contre, alors, si vous prenez un truc réel, de la vie réelle, où il y a un objet qui tombe, par exemple, les feuilles d'arbres tombent. Bon. Aucun physicien n'est capable de vous dire, sur 7 arbres, il y a 7 feuilles qui va tomber à tel moment sur le sol, au bout de tant de secondes, et va tomber à tel endroit. Ça, c'est pas possible. Alors, théoriquement, oui. C'est-à-dire que tous les physiciens vous diront, tout est déterminé dans cette histoire. On sait très bien toutes les forces qui sont en jeu. Mais déjà, on a autre chose à faire que de calculer le moment où il y a une feuille qui va tomber par terre, à tel moment, à tel endroit, etc. Je ne sais pas, d'un enjeu incroyable pour le monde social. On a des choses plus importantes à régler. Mais en plus, c'est en vrai, avec le vent, avec tout ça, c'est très très compliqué. Il faut des modèles hyper sophistiqués. Et vous voyez bien que quand on est dans des sciences du type climatologie, etc., on est obligé d'avoir des appréhensions déjà statistiques des phénomènes, en disant, bon, avec plus ou moins d'erreurs, voilà, on fait rentrer des facteurs dans des modèles, etc., et on peut avoir des prévisions, voilà, quelques jours, on sait bien qu'au-delà de 3 jours, ça devient franchement compliqué, mais bon, voilà. La prédictibilité, elle est théoriquement possible, puisque les physiciens vont vous dire tout est déterminé dans ce qui va se passer, mais on pourra peut-être le faire a posteriori, comme les sciences sociales le font. C'est-à-dire, nous, on étudie, une fois que ça s'est passé, on peut faire comme les historiens. Alors, il y a une révolution française, on sait. Alors, il faut définir ce que c'est que la révolution, à quel moment, comment on est sûr que ce soit bien une révolution, etc. Bon. Et puis, essayer de regarder les facteurs culturels, religieux, économiques, et ainsi de suite. Et on essaye de comprendre ce qui s'est passé, et on est tous quand même sûrs que c'est pour des raisons immanentes que ces choses se sont passées, c'est pas une force extérieure qui a amené à ça. Et donc, on essaye d'approcher la réalité de ces déterminismes qui amènent à un moment donné à une explosion, à des révoltes, il y a un changement de régime. Donc, l'idée de prédictibilité, là aussi, c'est un fantasme sur les sciences dites dures. Elles ne sont pas plus prédictibles que nous, et les lois que nous pouvons formuler, nous, sont aussi générales que les lois de la physique, ou les lois de la gravité sont très générales, encore une fois, ça dit que ça va tomber, ce qui est déjà pas rien. On n'est pas obligé de recommencer toutes les 2 secondes l'expérience de « Ah, voilà, la pomme verte, rouge, la poire, elle est petite, elle est grande, elle est grosse, elle est grande. » Non, on sait, ça va tomber. Et qu'en plus, si c'est dans le vide, indépendamment de la masse, ça tombera exactement au même moment qu'une plume. Vous prenez une plume et un morceau de plomb, ça tombe au même moment, si vous faites le vide. Alors ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est vrai. Si vous regardez sur Internet, vous tapez YouTube, CERN, ils ont fait ça dans un énorme tube, vous enlevez l'air du tube,
vous voyez un plomb et une plume qui tombent au même moment. Très miraculeux, puisque évidemment, ce que vous voyez en permanence, c'est la combinaison de plusieurs lois. Alors, vous voyez la résistance de l'air, enfin au minimum la résistance de l'air et la loi de la gravité. Donc c'est ces deux choses-là. Évidemment, la résistance de l'air varie en fonction de la surface. Plus c'est une grande surface, plus ça plane. Voilà. Plus c'est léger, plus ça peut planer, etc. Donc en vrai, vous voyez des plumes tomber bien après une bille de plomb. Donc vous ne voyez pas les lois. Et ça aussi, c'est une réponse à des collègues qui disent « mais ça c'est très général, on ne les voit pas, ce qu'on voit c'est que des contre-exemples partout, etc. » Voilà. Bon, je m'arrête là sur l'épistémologie, j'ai déjà fait bien... Et il me reste combien de temps, en fait Bon, cette réflexion épistémologique, cette insatisfaction sur le fait que nous ne pouvions pas formuler des lois, qu'on ne pouvait rien dire de manière très générale sur les mondes socio-humains, enfin les sociétés humaines, m'a amené à me poser les questions des bonnes stratégies. Alors il y a, je vais aller vite, deux grandes stratégies que j'utilise dans l'ouvrage et qui sont portées par des chercheurs plus ou moins différents. D'abord, la démarche que j'appelle la démarche Testard. Testard militait pour faire rentrer toutes les sociétés documentées dans le même pot commun. C'est-à-dire, c'est pas les sociologues qui travaillent sur les sociétés modernes, les préhistoriens qui travaillent sur les sociétés de la préhistoire, les anthropologues classiques qui travaillaient sur les sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades et ainsi de suite. Et, enfin, ça a changé depuis, hein, c'est pour ça que je dis le sens classique du terme. Enfin, c'est eux qui ont travaillé sur ces sociétés-là. Et puis, bon, ceux qui travaillent par ère de civilisation, les sinologues, et ainsi de suite. Donc il disait, il faut tout mettre dans le même pot et comparer. Et il ne faut pas faire des petites comparaisons comme on nous a appris à faire depuis la construction européenne, où la construction européenne, on avait des financements pour financer des thèses sur une comparaison France-Angleterre, France-Allemagne, France-machin, truc, là. Bon, c'était toujours France et puis un truc à côté, quoi, avec des petites différences. Parce que, je veux dire, entre l'Allemagne et nous, c'est pas non plus une différence énorme. Et Testard disait, non, si on veut comprendre le capitalisme, par exemple, il faut avoir la société féodale. Et il faut avoir les Nambiquara en tête. C'est vrai que ça complique un peu les choses, mais lui, il militait pour ces grands contrastes, sur ces grandes comparaisons, pour dégager à la fois les différences, et aussi ce qui se ressemble, ce qui est invariant dans toutes ces sociétés. Alors lui a plus insisté, parce que bon, il avait une forme d'évolutionnisme beaucoup plus compliquée que les formes d'évolutionnisme de départ en anthropologie, mais il pensait que les sociétés n'évoluaient pas dans n'importe quelle direction, avec n'importe quelle étape, qu'on ne pouvait pas passer d'une société comme ci à une autre société comme ça, dans n'importe quel ordre, etc. D'ailleurs, oui, c'est attesté très globalement. Alors les gens ne pensent pas à des choses aussi grandes que ça, mais on n'a jamais commencé par une société à État. Les sociétés à État sont arrivées après des sociétés qu'on appelle soit chefferie, soit... Bon, c'est très... Ouais, il y a plein de vocabulaire, mais en tout cas, les sociétés sans État ont précédé les sociétés à État. Et c'est pas être un afro-évolutionniste qui veut dire que ils étaient... au départ, on était primitif, on n'avait pas d'État, parce que je vois pas en quoi l'État nous garantirait d'être moins primitif que les autres, c'est vraiment pas le problème. C'est pas plus complexe non plus. Testard insistait sur le fait que la parenté était très complexe dans les premiers types de sociétés connues. Lui, il a travaillé sur les aborigènes d'Australie. Il faut des modèles mathématiques très complexes pour arriver à comprendre la parenté en Australie, alors que nos parentés à nous, avec papa, maman, les neveux, les nièces, les cousins, c'est extrêmement simple. C'est le système esquimau, il est hyper simple. Bref. Donc, lui, il milite pour une comparaison intersociété humaine. Donc, il faut dialoguer, il faut lire des préhistoriens, des anthropologues, des sociologues, des historiens, des politistes, ce que vous voulez,
tous les spécialistes d'univers, d'air, etc. différents. Et c'est pas si compliqué que ça quand vous travaillez sur des points précis. Vous pouvez très bien lire quelques livres de préhistoire, d'anthropologie, de ceci, de cela, alors que vous êtes sociologue du monde contemporain. Donc c'est pas à la portée uniquement de gens qui seraient comme moi au CNRS, en fin de carrière, tout ce que vous voulez, qui ont le temps, qui ont que ça à foutre, comme certains pensent. Et donc voilà. La deuxième démarche, alors celle-là, elle a été beaucoup moins déployée, c'est des comparaisons interspécifiques, interespèces. Parce que le gros problème, pour arriver à comprendre ce que sont les sociétés humaines de manière générale, c'est que nous n'avons pas de point de comparaison extérieur à l'humanité. La dernière fois que nous avons vécu avec une autre espèce humaine qui n'est pas notre espèce, c'est il y a quand même un certain nombre de dizaines de milliers d'années, c'est-à-dire avec les Néandertaliens. On sait qu'on a eu des rapports sexuels avec eux, puisqu'on a des bouts de Néandertaliens en nous, qui nous ont protégés en partie du Covid pendant toute la période de la pandémie. Donc, si on avait une espèce à côté de nous qui agissait un peu différemment, qui s'organisait un peu différemment, on aurait des points de comparaison, on l'a pas. Dans toutes les autres espèces, les éthologues travaillent avec des tonnes d'espèces. Il y a des milliers d'espèces d'abeilles, il y a des milliers d'espèces de fourmis, il y a une espèce d'humain. C'est quand même terrible comme situation. C'est parfait pour être anthropocentrique. Voilà. En plus, on se représente comme la pointe de l'évolution. Il y a eu les cellules, les bactéries, les trucs, les machins, les archées, les machins, et les unicellulaires, les pluricellulaires, les animaux de plus en plus supérieurs, comme on dit, et puis l'humain, qui se relève progressivement. Quand vous regardez les primates, ils sont un peu comme ça, et nous, c'est uniquement parce qu'on prend des adultes en pleine forme, parce que sinon, si on prenait des vieux, on verrait qu'ils sont aussi courbés que les autres. Mais enfin, bon, c'est un choix de prendre des humains bien droits, pour montrer leur bipédie. Donc la comparaison interspécifique est utile, au minimum avec des espèces cousines, mais aussi de manière générale. C'est-à-dire se rendre compte que dans toutes les espèces de mammifères, il y a des soins parentaux, et que ça conduit à des formes de comportement particuliers, à des formes d'empathie, on en parlait à midi, d'altruisme, de coopération, etc., dans ces espèces-là. C'est quand même intéressant et important. Se rendre compte qu'il n'y a pas une société humaine connue, quelles que soient ses différences culturelles, qui n'organise pas les choses pour faire survivre les enfants. Qu'il y a du soin parental partout. Qu'il y a des modes de portage des enfants partout. J'ai pris cet exemple-là dans l'ouvrage parce qu'il y a un magnifique travail qui a été fait par des psychologues et anthropologues sur les modes de portage des petits, sur la hanche, dans le dos, devant, etc. Mais il n'y a pas 36 000 solutions. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que dans tous les phénomènes culturels, on voit qu'il y a quand même de la convergence culturelle. Il y a des choses qui se ressemblent, que les solutions trouvées dans plein de choses très fondamentales se limitent à quelques solutions. Voilà. Avec toujours des petites fioritures qui distinguent. Vous allez avoir, je sais pas, quelque chose qui est porté, qui est fait en tissu, alors qu'ailleurs c'est fait avec des fibres, avec des plantes qui sont tissées, etc., etc. Mais fondamentalement, on retrouve les mêmes solutions techniques à des problèmes similaires. Il faut que les femmes puissent être mobiles, alors qu'elles doivent donner en permanence le sein parce qu'elles sont les seules à pouvoir nourrir les enfants, etc. Là aussi, il faut se rappeler qu'on n'a pas toujours eu des biberons, du lait maternisé, etc., etc., que les femmes étaient collées aux enfants, ou plutôt le contraire. Les enfants étaient collés aux mères parce qu'il n'y avait pas le choix. C'est la seule condition pour survivre, et puis qu'en plus, il y a un truc thermique, on réchauffe l'enfant grâce à des portages près du corps, et ainsi de suite. Bref, donc il faut des comparaisons interespèces. Les comparaisons interespèces permettent de voir que nous ne sommes pas les seules sociétés à avoir des hiérarchies, à avoir de l'exercice du pouvoir,
Alors ça, tout ça, les primatologues ont montré ça abondamment ces dernières années, c'est relativement récent, hein. Que l'évitement de l'inceste présupposé par Freud et par Lévi-Strauss comme étant constitutif de l'humanité, eh ben pas du tout. Constitutif de l'ensemble des mammifères, c'est certain, et en fait d'une grande partie des insectes, des oiseaux, etc., etc. C'est-à-dire que aller se reproduire ailleurs, si j'ose dire, c'est un sport général dans le vivant. Voilà. Alors on peut évoquer plein de raisons, mais en tout cas, ça organise socialement des sociétés aussi bien animales non humaines que humaines. De la même façon, les conflits entre groupes existent dans des espèces extrêmement différentes. Une des lois que j'ai pu formuler, qui est celle du rapport entre eux et nous, et des rapports conflictuels entre eux et nous, avec tout ce qui est népotisme, préférence des proches, accordé aux proches, à sa famille, à son petit groupe, à son clan, à son lignage, à sa nation, etc. On a augmenté culturellement les groupes, mais on a toujours cette logique. On retrouve cette logique chez les fourmis, chez les chimpanzés, chez des tonnes d'espèces, territoriales d'ailleurs ou non, parce qu'on sait, je vous ai sans doute entendu parler de ces défenses de territoire, etc. Hein, on ne laisse pas rentrer quelqu'un de la même espèce sur le territoire parce qu'il ne fait pas partie du même groupe. C'est valable pour les meutes de loups, c'est valable pour plein de mammifères. Mais des fois, il y a des espèces pas particulièrement territoriales qui sont, qui défendent leur groupe, et toute introduction d'un étranger dans le groupe, ça conduit à du conflit et souvent plus radicalement à de la destruction. Alors, ce qui fait dire, par exemple, à des primatologues qu'il n'y a pas plus xénophobe que les chimpanzés, parce que les chimpanzés, dès qu'il y a quelqu'un d'étranger à son groupe qui vient dans le groupe, sauf si c'est les échanges, parce que c'est les femelles qui se déplacent pour les se faire reproduire dans un autre groupe, là c'est accepté, mais il faut qu'elles y aillent lentement, mais elles sont acceptées parce qu'il y a de la reproduction du groupe qui est en jeu. Mais dès qu'il y a un étranger, particulièrement les mâles, les chimpanzés, c'est les mâles qui restent auprès des mères. S'il y a d'autres mâles qui arrivent, là, c'est gros conflit, et il y a des guerres, il y a des destructions massives, il y a des groupes entiers qui se font tuer par des raids de chimpanzés, etc. Et ça amène un certain nombre de primatologues à dire qu'il y a des formes de déchimpanzéisation comme il y a des formes de déshumanisation, c'est-à-dire qu'on se met à détruire quelqu'un de la même espèce mais qui n'est pas du même groupe, voire qui est du même groupe, qui était du même groupe, mais les groupes se sont séparés, il est devenu un étranger. Moi je dis souvent, c'est comme dans Koh-Lanta. Ça fait gagner du temps quand je dis ça. Enfin, si vous avez regardé une fois au moins Koh-Lanta, en fait, des gens qui étaient bleus et qui passent au rouge, en fait, se mettent alors qu'ils détestaient les bleus, enfin, qui détestaient les rouges, se mettent à détester les bleus, parce qu'ils ont quitté le groupe. Alors c'est des logiques de jeu, on peut dire, bon, et puis on peut se dire oui c'est monté, etc. Mais en fait ces logiques-là en permanence, elles existent dans le vivant, donc c'est pas. Je crois que Koh-Lanta, c'était pas le but de l'émission, hein, mais permet de vérifier des fonctionnements de type eux-nous, avec des conflits eux-nous, des compétitions eux-nous. Et on trouve ça chez les fourmis. Par exemple, alors les fourmis, quand il y a des marqueurs chimiques. Qu'est-ce qui fait la communauté d'une fourmilière? C'est un marqueur chimique particulier. Donc vous sentez, quand vous êtes une fourmi, venir quelqu'un d'une autre colonie. Même espèce, mais voilà, elle n'a pas le bon marqueur chimique, elle est détruite immédiatement. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que les chimpanzés soient plus xénophobes, ou plus racistes, ou plus violents, etc., que les fourmis. C'est à peu près les mêmes fonctionnements, et on le trouve encore dans le végétal, avec des plantes qui respectent plus les racines qu'il y a autour d'elles si elles viennent de la même famille. Et voilà. Elles luttent beaucoup plus pour défendre leur territoire si
c'est une plante qui vient d'une autre... enfin, qui est étrangère, en fait, qui est reconnue comme étrangère. Vous voyez, c'est compliqué, hein. Et là, on peut se dire, bon, bah alors, le pauvre Lahire, il est en train de nous raconter que tout est naturel, tout est biologique, il n'y a plus rien à faire en tant que sociologue, etc. Alors, moi, je pense pas du tout ça. Je pense que les éthologues travaillent sur de la socialité, mais de la socialité animale non humaine. C'est-à-dire, c'est du social. Tout ça, ce sont des lois sociales. Ce sont des lois qui gouvernent les interdépendances à l'intérieur d'une même espèce, voire à l'intérieur d'un même groupe à l'intérieur d'une espèce. Et que nous partageons avec les chimpanzés, avec les fourmis, avec plein d'oiseaux, etc., des tonnes de comportements et de lois, et en même temps, nous en avons des différentes, évidemment, parce que nous avons des éléments qui nous distinguent. Mais avant de voir ce qui nous distingue, et pour comprendre ce que c'est que l'humanité, il faut voir que nous avons des propriétés en commun et des propriétés qui nous distinguent. Donc il faut faire de la comparaison. Or, cette comparaison, vous voyez, à part au début de l'anthropologie aux États-Unis, où les gens avaient tous des cours sur Darwin, la biologie, les débuts de la primatologie, etc., ce qui faisait dire à quelqu'un comme Salins, qui est quand même un anthropologue hyper respecté, et qui a été celui qui a le plus controversé, enfin qui a dialogué, il a fait des controverses avec Wilson, le biologiste, hein, sociobiologiste, Salins qui finissait par dire la comparaison interespèce n'a aucun intérêt. Il a commencé son métier d'anthropologue en comparant des fonctionnements des sociétés de chasseurs-cueilleurs avec des sociétés de grands singes. Et il montrait des choses tout à fait formidables. Il montrait que la différence d'âge et la différence entre les sexes étaient très structurantes de l'organisation sociale. Ah, bon, ça c'est Salins avant sa rencontre avec Clastres. Ça commence il prend ses distances avec les sciences sociales, il y a l'affaire avec Wilson, il ne veut pas de réduction biologique, ce en quoi il a raison. Salins a tout à fait raison. Mais il passe à côté des possibilités de lien qui ne sont pas des possibilités de lien avec la génétique ou avec un programme de biologie réductionniste, etc. Pas du tout. C'est qu'il se trouve qu'une partie des biologistes travaillent sur des fonctionnements sociaux. Les éthologues sont des sociologues. Ou parfois des spécialistes de sciences cognitives. Parce qu'il y a de l'éthologie cognitive qui travaille plutôt sur des fonctionnements cognitifs que sur des fonctionnements sociaux. De même qu'il y a des primatologues qui sont plutôt psychologues des primates que vraiment sociologues. Mais une grande partie des éthologues sont des sociologues des sociétés, enfin des espèces non humaines. Donc, en faisant ces comparaisons-là, on voit dégager un certain nombre de choses. On voit un certain nombre de lignes de force. Oui, il faut que je m'arrête. On voit un certain nombre de lignes de force qui fait que dans toutes les sociétés humaines, alors c'est peut-être banal, mais il faut le rappeler, il y a des modes de production économique, il y a des rapports esthétiques aux choses qui apparaissent dès qu'on a des traces d'humanité, il y a un intérêt, on trouve des vieux instruments de musique, il y a des choses qui concernent les formes visuelles, la sculpture, la gravure, la peinture, etc. Tout ça, visiblement, dès le début, et c'est ce que disait Yves Copin, qui est un grand paléoanthropologue du Collège de France, il disait, dès le début, il y a tout. Il y a tout. Toutes les dimensions que nous connaissons, elles y sont, évidemment pas du tout sous les mêmes formes, mais il y a des débuts, des signes en tout cas, c'est pas des débuts, des signes de magico-religieux, il y a des signes de politique, mais de même qu'il y a des signes de politique chez les primates, non humains. Nous sommes des primates. Voilà, mais les primates non humains, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de lignes de force, et puis il y a des lois qui font fonctionner toutes les sociétés humaines qui sont et c'est des lois générales qui fonctionnent dans des états culturels de ces sociétés très différents. Donc c'est compliqué de les repérer, parce que c'est des lois qui se manifestent sous des formes très différentes. Mais si on apprend à faire des grandes comparaisons, on voit apparaître ces choses communes. C'est par exemple le rapport eux-nous,
Moi, pendant très longtemps, je l'ai vu apparaître parce que je lisais beaucoup d'anthropologie, mais que je trouvais de temps en temps des choses sur des quartiers. Ben encore récemment en sociologie, il y a un travail sur les je sais plus, c'est Marwan Mohamed qui a fait un travail sur les quartiers, les embrouilles entre quartiers, etc. Mais moi je les vivais parce que j'ai vécu dans une banlieue très ouvrière de la région lyonnaise. Chaque barre d'immeuble était en conflit avec les autres. Si t'as attaqué quelqu'un de ma barre d'immeuble, alors on va faire un truc de rétorsion contre l'autre barre d'immeuble, etc. Ça fait très longtemps que... Et puis en même temps, c'était illégitime de le formuler comme ça. Et à force de lire, et de le lire sous la plume d'éthologues, de sociologues, d'historiens, de préhistoriens, etc., qui montrent qu'il y a ces logiques-là un peu partout dans l'histoire, et ben au bout d'un moment, il faut accepter le fait qu'il y a des lois sociales très générales qui se manifestent en permanence, mais sous des formes très très différentes. Et le dernier point que je voudrais dire quand même, parce que c'est quand même le cœur de mon travail que je n'ai pas dit, c'est que une des voies que j'ai prises, c'est le fait de prendre un certain nombre de propriétés tout à fait biologique de l'espèce pour montrer les conséquences sociales de ces propriétés biologiques. Donc c'est pas de la réduction par le biologique du fait social, c'est pas sortir du raisonnement de Durkheim, il faut expliquer le social par le social, c'est juste considérer que les niveaux de réalité ne sont pas indépendants les uns des autres. Et que, de même que la réalité physique a des conséquences sur la réalité biologique, des espèces de 25 mètres de haut, ça n'existe pas, à cause de la loi de la gravité. Vous ne pouvez pas voler si vous n'avez pas tel type de caractéristiques morphologiques, etc., à cause des lois de la gravité. Et ainsi de suite. Donc la physique aussi joue sur la biologie. Et ben de la même façon, la biologie a des effets sur l'organisation des sociétés humaines, ou des sociétés en général. Et une des grandes propriétés que j'ai mis au cœur du raisonnement, et c'est dans de nombreux chapitres, c'est la propriété d'altricialité secondaire, qui est cette propriété qui fait que, on l'a tous plus ou moins évoqué dans des cours généraux d'introduction à la sociologie, c'est quoi un être social, humain? Bah, c'est un être qui naît prématuré, qui doit apprendre beaucoup de choses, etc. Et ça permet de justifier tout ce qu'on va faire par la suite, c'est-à-dire montrer que c'est la culture qui explique beaucoup de choses dans nos sociétés. Le problème, c'est qu'on s'arrête là et on ne voit pas les effets très généraux sur les structures sociales de toutes les sociétés humaines de cette altricialité secondaire qui met les enfants dans une situation de vulnérabilité, de dépendance maximale et longue, parce que nous sommes l'espèce la plus altricienne, on appelle ça l'altricialité secondaire, pour ça, parce que ça dure longtemps après les premiers moments où on est aussi un peu précoce, parce qu'on a plutôt des bonnes vues, on n'est pas très bon en tonus musculaire, en plein de choses, mais les bébés, ils arrivent à suivre les yeux, ils font des mimiques, enfin, vous souriez, ils sourient, ils ont des mimiques mimétiques, etc. Donc on n'est pas totalement altriciel au départ, on a déjà des choses très précoces qui permettent aux enfants humains de s'orienter, de chercher le regard de la mère en général, mais de plus en plus quand même du père qui réapparaît quand même dans cet espace d'interaction. Mais pendant très longtemps, ça a été la mère portant l'enfant, etc. Et on voit que cette altricialité secondaire a créé une situation de domination des parents sur les enfants qui est sans comparaison avec toutes les autres sociétés non humaines où, quand il y a de l'altricialité, elle dure beaucoup moins longtemps, et donc les petits sont beaucoup moins marqués par cette structure de dépendance des enfants par rapport à leurs parents. Et je montre qu'il y a ce schéma-là de départ qui est biologiquement contraint, on n'a pas le choix. Quand les gens me disent, mais est-ce qu'on va pouvoir défaire cette domination parentale, etc., je leur dis, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on naîtra humain, le petit dépendra de ses parents. Il va être sous autorité parentale, sous domination parentale. Que toutes les choses qui glissent et qui apparaissent maintenant, toutes les choses qui dérapent,
inceste, violence physique, psychologique, etc., nous rappelle juste que nous sommes hyper puissants par rapport à nos petits extrêmement vulnérables, que nous pouvons même en abuser, mais qu'est-ce qui détermine l'abus? Parce que voilà, les différentes sociétés ne marquent pas les mêmes seuils au niveau de ce qui est un abus, ce qui commence à être un abus, ce qui est normal, etc. Et on le voit bien aujourd'hui sur les questions d'inceste, parce qu'aujourd'hui on recode des choses en violence, en viol, en truc, parce qu'on a changé la grille culturelle qu'on applique, mais pendant très longtemps il y a eu ces dominations sur les plus jeunes, sur les enfants notamment. Les viols sur mineurs, c'est quand même très très fréquent dans les sociétés humaines. Et donc, ça rappelle qu'il y a de la domination parentale. Même si ça fait souffrir les parents, parce que j'ai été parent et je sais très bien que les parents, c'est pas que de la domination, c'est évidemment beaucoup de bienveillance, beaucoup de soins, de care, comme on en a parlé à midi, évidemment. C'est tout cet aspect-là qui est positif dans cette situation, ça nous a amené à être coopératifs, à être soucieux d'autrui, etc. La nécessité, si on veut se reproduire comme espèce, d'être très, très attentif à sa progéniture. Ça nous a, comme disent certains, humanisés. Ça n'a pas de sens de le dire comme ça, mais vous voyez ce que ça veut dire. Ça nous a amené à être beaucoup plus altruistes, beaucoup plus coopératifs, beaucoup plus, voilà. En plus, autour de l'enfant très vulnérable, il y a de la coopération, il y a de la parentalité collective, depuis le début de l'humanité, sous des formes extrêmement différentes. Ce qui n'est pas le cas des chimpanzés où les femelles ne donnent pas leurs petits à autrui, même à leurs sœurs, à leur mère, etc. Bon, nous, on prête. On peut prêter les enfants, on peut les confier à des crèches, à des nourrices, à des grands-mères, à des frères et sœurs pendant un temps qui peuvent surveiller. Il y a un truc collectif qui se joue autour des petits, parce que c'est épuisant en fait, de s'occuper des petits. Donc, il a fallu que les sociétés trouvent des moyens de répondre à cette vulnérabilité, à cette longue vulnérabilité, à cette longue dépendance, pour pas que ce soit trop dangereux et pour que l'espèce puisse se reproduire. Ce qui n'est pas évident quand on a des petits aussi vulnérables. On est l'espèce la plus vulnérable longtemps. Et puis, ça se double d'une altricialité que j'appelle tertiaire ou même permanente, parce que les différences entre les parents et les enfants, c'est aussi des différences culturelles. C'est-à-dire que quand vous naissez dans une espèce très peu culturelle, les enfants ont quand même besoin d'apprendre des choses avec les parents, parce que les petits chimpanzés, ils apprennent des choses avec leurs parents. Les grives, elles apprennent des choses avec leurs parents. Je donne cet exemple-là dans le bouquin, c'est pas un hasard. Où les grives, il faut qu'elles apprennent à déterrer les œufs de fourmis, les vers, se cacher dans des fourrés, etc. Si on fait pas ça, ce qu'on a fait pendant des années, on produisait de la grive parce que les chasseurs avaient tué un maximum de grives, donc on produisait industriellement des grives. Ça ressemble à du réarmement démographique. Vous voyez, donc, produisez, mais on s'en occupait pas. On les a relâchés et 90% étaient morts au bout d'un an parce qu'ils n'avaient pas appris. Donc la socialisation, elle n'est pas que humaine, c'est aussi chez les petits, l'histoire d'enfants sauvages, etc., qu'on sert en sociologie, en anthropologie, etc., on peut tout à fait le dire pour plein d'espèces où les petits apprennent quand même de leurs parents. Mais quand la différence culturelle est encore plus massive, vous voyez que nous restons dépendants quasiment toute notre vie. En fait, d'autres qui savent des choses qu'on ne sait pas. D'experts, alors que nous sommes profanes. J'ai beau avoir une thèse à une HDR, et je sais pas quoi, je connais rien en physique nucléaire, je connais rien en médecine, je connais rien en mécanique, je connais rien en... bon. Donc je dépends en permanence de plein de gens qui savent plus que moi, et c'est ça aussi la spécificité de sociétés qui accumulent la culture, c'est de créer des dépendances. Et du coup, pour terminer vraiment, ce rapport parent-enfant va diffuser sur les rapports vieux-jeunes,
dans de très nombreuses sociétés, ce qui fait que beaucoup de premières sociétés, entre guillemets, pour aller très vite, sont des gérontocraties, c'est le cas des aborigènes d'Australie, où on des conseils de sages, les vieux dominent les jeunes, captent les femmes jeunes, et les jeunes hommes restent célibataires longtemps parce que c'est les vieux qui s'approprient les jeunes femmes, etc. Bref, gérontocratie. C'est aussi une domination des aînés sur les cadets, qui a duré pendant très très longtemps. On en est sorti il y a très très peu de temps, en fait. Et si vous lisez le bal des célibataires, vous avez de Bourdieu, vous tombez sur un cas, parce qu'on pourrait le montrer dans d'autres types de sociétés, ça s'est passé soit un peu avant, soit un peu après, etc. Les moments où ça bascule, où les aînés perdent le pouvoir qu'ils pouvaient avoir jusque-là. Mais la grande majorité des sociétés humaines a fait une différence et une hiérarchie entre les aînés et les cadets. Hein, où les cadets valent moins que les aînés. Et même le modèle parental a joué sur les rapports hommes-femmes, puisque dans un très grand nombre de sociétés humaines, Françoise Héritier le rappelait, les femmes sont considérées comme des mineures, comme des cadettes, même quand elles sont l'aînée de leurs frères cadets, elles restent les cadettes, surveillées par leurs petits frères, etc., etc. Et valent moins que leurs petits frères, et ainsi de suite. Donc, ça, et puis, aussi sur, et je m'arrête vraiment là, mais je suis désolé de dire que je m'arrête alors que je continue, mais la dimension magico-religieuse, vous voyez toutes les formes possibles de magico-religieux, qu'on soit dans des rapports avec des esprits de la nature, des esprits des ancêtres, toutes les sociétés ne sont pas avec culte aux ancêtres, etc., mais une partie des sociétés ont des cultes aux ancêtres. Il y a des sociétés avec des religions, des divinités, des dieux uniques, etc., et toutes les formes possibles. Et à chaque fois, en fait, on fait des rituels, et j'ai quelqu'un comme Radcliffe Brown, l'anthropologue britannique, le rappelait, il disait à chaque fois qu'il y a un risque, on fait un rituel. On va à la chasse, on veut ramener à manger, on fait un rituel. On demande aux esprits des ancêtres de nous aider, aux esprits de la nature d'être sympas, etc. On veut que le gamin soit sur un bon état, on lui met une amulette, voilà, toujours près de lui, et on fait des rituels pour que le gamin aille bien. Il y a un accouchement, hop, on fait un rituel pour que l'accouchement se passe bien. Parce que les accouchements, c'était une boucherie. Pendant très longtemps, dans les sociétés humaines non médicalisées, les mères mouraient régulièrement en couche, et les petits mouraient à la naissance. C'est quand même, l'humanité a frôlé vraiment en permanence la catastrophe de ce point de vue-là, parce que c'est très dangereux d'accoucher pour des femmes. Et donc on voit que le recours à du magico-religieux est toujours lié à ce besoin de protection. En fait, c'est des recours à des protections, on se met sous dépendance. Et si j'ai relié ça, c'est parce que Radcliffe Brown avait eu la bonne idée de parler de sentiment de dépendance. Il disait ce qui caractérise le magico-religieux, c'est le sentiment de dépendance. Or, le sentiment de dépendance, c'est ce qui est produit par l'altricialité secondaire. C'est le fait que nous avons appris à vivre dans un rapport de dépendance à l'égard des adultes, des parents, ou des adultes plus généralement dont nous dépendons pour survivre, et que du coup ça a créé universellement un modèle de rapport dépendant, de dépendance, je vais le dire comme ça, et de dominer par rapport à des dominants qui contrôlent les dominés. Même les relations amoureuses sont de ce type-là. J'ai pas le temps de développer, mais vous avez beaucoup de relations de dépendance dans les relations amoureuses. Alors quand la relation de dépendance fonctionne dans les deux sens, ce qui est assez rare en fait que ça fonctionne toujours comme ça, la plupart du temps c'est les femmes qui se mettent dans un rapport de dépendance par rapport aux hommes. Et que du coup ça crée des rapports parents-enfants entre hommes et femmes. Et je vous le disais tout à l'heure, le modèle, c'est de minoriser les femmes, c'est de mettre les femmes en situation d'enfants. Voilà. On retrouve ça même chez Goffman dans la ritualisation de la féminité, où vous avez une mise en scène à chaque fois de femmes qui sont en situation d'enfant. C'est la femme enfant, c'est la femme qui est
toujours avec la tête posée sur l'épaule de l'homme, protecteur. Évidemment, elle est toujours plus petite, elle est toujours plus en position penchée, enfin voilà. Et comme un enfant par rapport à ses parents. Et je terminerai par une anecdote. Si vous avez vu le film de Justine Triet, Anatomie d'une chute, Justine Triet, qui est d'une intelligence redoutable, selon moi, a fait une série de photos dans Vogue avec son compagnon, Arthur Harari. Et là, je pense qu'elle n'a pas lu Goffman, mais qu'elle a tout compris du système. Ils ont fait des photos formidables où elle est assise comme ça sur un divan, et lui, il est allongé, et il pose sa tête sur son épaule. Voilà, c'est juste pour vous dire un signe d'abord du renversement des situations qu'on nous impose en permanence dans la publicité, dans plein d'images, de films, voilà. Et que ça dit quelque chose de ce qui se travaille aussi aujourd'hui dans les rapports hommes-femmes. Voilà. Bon, j'arrête là. Oui, j'ai été vraiment trop long. Je suis désolé. Mais, juste sur Altricialité, enfin sur le Caire d'un côté, avec l'aspect altruiste, coopération, etc., et le rapport de domination, pour moi, c'est les deux faces de la même réalité, c'est ça le problème. Et que, bon, souvent, moi j'ai fait, à l'occasion de la sortie de ce bouquin, des entretiens avec même des gens qui me suivent depuis longtemps, puisque je suis sociologue de l'éducation au départ, qui ont voulu faire des entretiens sur l'éducation, sur le rapport parent-enfant, etc. Et qui étaient totalement désolés, qui voulaient me faire dire que quand même, mais non, mais le rapport parent-enfant ou enseignant-enfant, c'est pas que de la domination. Je leur ai dit, ben non, c'est pas que de la domination. Heureusement, il y a du savoir qui passe. Par exemple, l'enseignant ne fait pas que de la violence symbolique, comme disait Bourdieu. Il transmet aussi de la culture, etc. Et puis il n'y a pas d'autre façon de transmettre la culture que de mettre des gens experts avec des gens pas experts et qui doivent un minimum écouter ou imiter, dans certains cas, faire pareil, et ainsi de suite. Il y a ceux qui savent et ceux qui savent pas. Et on le trouve chez les rats. Alors il y a des travaux qui ont été faits. Les petits, est-ce que je vais manger ça? Ben, ils essayent de savoir si les plus vieux le mangent. Voilà. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire qu'ils se basent sur l'expérience. Bon. Donc il y a tout cet aspect-là. C'est à la fois un souci, une bienveillance, un soin parental. Beaucoup de mammifères ont des soins parentaux, mais aussi un peu les poissons, beaucoup les oiseaux, etc. À chaque fois qu'il y a soins parentaux, il y a des parents qui sont prêts à se sacrifier, sacrifier leur vie pour défendre leurs petits. Donc on peut dire que c'est plus que de la bienveillance, c'est du sacrifice de soi, etc. Et en même temps, c'est de la domination. C'est-à-dire que techniquement, c'est de la domination. C'est pas un gros mot que de dire domination, c'est juste que il y a une balance des pouvoirs, et il y en a un qui a moins de pouvoir que l'autre. Comment ce petit être vulnérable pourrait avoir plus de pouvoir ou autant de pouvoir que nous, adultes puissants, qui pouvons le manipuler, le faire virevolter dans les airs pour jouer, et tout ça. Ça peut être bienveillant, mais c'est objectivement un rapport de domination. Voilà. Mais ce qui semble s'être passé il y a 2 millions d'années, quand les Homo se sont démarqués des Australopithèques, c'est qu'il y a eu à la fois, semble-t-il, une réduction de la domination du mâle, donc du concept de mâle dominant, par rapport qui se maintenait dans les autres espèces animales, et ce que vous appelez, vous, une dominance parentale, mais qui correspondait plutôt à l'idée toujours actuelle qu'il faut tout un village pour faire un enfant, c'est-à-dire que finalement, énormément de personnes se sont mis à couponner pour lutter contre la nutritialité terrible, comme vous disiez. Donc, dans cette dominance de tout le village, moi je le vois plus comme du care, de la protection, qu'une véritable domination. Alors que la domination du mâle, qui a sûrement diminué, elle a dû réapparaître très vite, notamment quand les sociétés se sont hiérarchisées. Oui, mais au moment où vous avez un adulte qui abuse sexuellement ou physiquement d'un enfant, vous voyez bien que le rapport est un rapport de domination. Qui peut s'autocontrôler, qui peut être bienveillant, qui peut ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, l'enfant vit... alors, Freud disait, il peut se vivre comme enfant roi, parce que dès qu'il crie, il y a un adulte qui vient, voilà, donc il croit que le monde
hop, c'est magique. Il crie, on lui amène le sein. Il crie, on lui amène quelque chose où on vient le rassurer, le cajoler, le réchauffer, etc. Sauf que très rapidement, il apprend que ça dépend pas de lui, c'est pas lui, et ça, la force magique de l'enfant, il apprend vite que non, il y a des limites et qu'il faut absolument qu'il compose avec des forces qui sont extérieures à lui. Et ça, cette expérience-là, elle est universelle, elle est liée à notre condition d'espèce altricielle secondaire. Voilà, et ça... Alors, pour revenir à la question, on est passé par exemple d'alpha dominant. Alors oui et non, parce que même chez les chimpanzés, les mâles ne sont pas des brutes. Les mâles alpha ne sont pas des brutes. C'est ce qu'a l'apport de Franz de Waal, qui est mort il n'y a pas très longtemps, ça a été de montrer que tout le travail d'un alpha dominant, c'est un travail de négociation, de diplomatie. Il négocie, il fait une balance dans les tensions à l'intérieur du groupe, il pacifie des gens qui sont en train de se battre. Il vient jouer avec les petits. De Waal disait c'est comme les candidats au présidentiel aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils jouent avec les enfants. Quand vous voyez quelqu'un jouer avec les enfants, il faut se méfier. Il joue avec les petits pour se rassurer, pour apparaître comme des personnages bienveillants à l'égard des gens du groupe, etc. Ils font tout ça, et ils ont tout un travail de relationnel pour avoir des alliés. Parce qu'ils savent qu'il y a des jeunes qui veulent leur pouvoir. Et les jeunes qui veulent leur pouvoir, ils créent aussi des alliances, et ils essayent de renverser le vieux. Bon, ça ressemble pas du tout à des situations humaines, hein, évidemment. Ou un peu quand même. Hein. Donc, on voit bien que on n'a pas tout inventé de ces questions-là, il y a des prémices, mais effectivement, quelqu'un comme Christopher Baum, qui est un anthropologue et un primatologue qui a comparé les sociétés de chasseurs-cueilleurs, le type de pouvoir de chef dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, et les mâles alpha dominants chez les grands singes, gorilles, chimpanzés, etc., il montre que, oui, les chefs, enfin, comment dire, l'aspect encore plus contrôlé du chef est plus grande chez les humains que dans les autres espèces. C'est-à-dire qu'il y a une limitation du pouvoir des chefs dans les sociétés humaines. Alors ça, Clastre avait raison. Il a bien vu que dans les sociétés qu'il étudiait, les chefs, ils ont intérêt à pas trop la ramener, parce que, comme disait Lévi-Strauss, hein, beaucoup de gens ne veulent pas être chefs, parce que c'est des sociétés où pas être un bon chef, pas bien s'en sortir, prédire qu'on va avoir une bonne chasse alors qu'on va rentrer bredouille, c'est risquer la mort. C'est être exclu, etc. Et que dans beaucoup de royautés sacrées, beaucoup plus tard dans l'histoire des sociétés humaines, les rois, c'était des sortes d'interrupteurs, non, de disjoncteurs. Ils étaient censés apporter la prospérité, garantir la paix, etc. Si ça marchait pas, on les tuait. Alors c'était soit des rituels de meurtre, et on les laissait quand même en vie, ou on tuait des doubles, ce qui n'était pas sympa pour les doubles, soit on les tuait réellement. Voilà. Donc, voilà, quand on comprend ces phénomènes dans une longue histoire évolutive, on a plus de chances de bien les comprendre fondamentalement, ce qui n'empêche qu'effectivement, il y a aussi des différences culturelles à étudier, à objectiver, mais voilà, c'est important d'avoir ces grandes comparaisons. J'ai reçu, d'abord j'ai pas reçu qu'un seul mail, mais j'ai des tonnes de gens qui m'ont envoyé des mails en me disant « Et René Girard ». Oui. Voilà, que j'ai quand même très peu lu, honnêtement. Il n'y a pas bonne presse en France. Voilà. Mais c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup lu. Il était considéré par les gens qui m'ont appris à le lire comme plutôt un philosophe désolé encore une fois, mais dans les sciences sociales, souvent quand on dit il est philosophe, c'est pour nous dire il faut pas lire parce que il est pas assez empirique, il est pas assez. Bon, René Girard était quand même aussi anthropologue,
et lisait de l'anthropologie, etc. Mais c'est vrai qu'il a formulé des questions, sans doute en prenant pas suffisamment la peine de citer toutes ces sources anthropologiques, ce que je fais. Alors on me reproche de faire un gros bouquin, mais vous imaginez, quand vous sortez des lois, moi j'ai la trouille, hein. Je sais qu'on m'attend au tournant et qu'on va me dire ça marche, c'est général. Ben, j'essaye de donner le maximum d'illustrations très contrastées pour montrer que la loi se vérifie. Alors, pour répondre sur René Girard, oui, sur le bouc émissaire, sur même ce que j'ai appelé la loi de prévalence du nous sur le eux et de conflit entre eux et nous, etc., toutes les formes d'ethnocentrisme, de racisme, de xénophobie, etc., népotisme, voilà. On a des éléments chez Girard qui vont dans ce sens, très très clairement. Et donc oui, moi je pense qu'il a essayé de formuler des lois, ou ce qu'il aurait appelé peut-être des invariants. De la même façon, je me suis beaucoup appuyé sur Françoise Héritier, qui était une des dernières à dire l'anthropologie, quand elle est vraiment anthropologie et pas ethnologie ni ethnographie, elle tenait à cette différence, qu'elle ne hiérarchisait d'ailleurs pas, c'est important, hein. Moi je hiérarchise pas, j'ai fait de la monographie toute ma vie, donc je vois pas pourquoi je mépriserais tous les travaux empiriques, je n'ai fait que ça. Donc, elle faisait la différence, il y a de l'ethnographie, de l'ethnologie et de l'anthropologie. L'anthropologie doit dégager des invariants et formuler des lois très générales, universelles, qui prennent des formes très différentes qu'on ne voit pas a priori. Bon. Sur le fond, vous en servez de cette théorie de loi pour analyser les phénomènes sociaux? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et j'essaie de montrer, par exemple, il y a un cas, moi, qui m'a paru comme une illustration exemplaire de cette idée de loi. Alors, je pense que comme il ne l'a pas formulé comme ça, ça reste encore un peu confus, mais un livre comme La logique de l'exclusion de Norbert Elias et Scott, je ne sais plus comment, on se rappelle toujours de Norbert Elias, mais pas de celui qui a travaillé avec lui, qui travaille sur un quartier ouvrier, bon, etc. Et il a essayé à travers une monographie très précise d'un quartier anglais de montrer comment ces lois fonctionnaient. Il n'a pas dit c'est des lois, mais il a parlé de modèles, d'éléments très généraux qui fonctionnaient de manière combinée dans cet espace, etc. Pour moi, c'est un exemple, c'est-à-dire que ça prouve qu'on peut faire une étude tout à fait monographique sans pour autant oublier que dans chaque cas fonctionnent des tonnes de lois et qu'il y a des lois qui sont plus structurantes que d'autres de notre objet, et qu'on peut arriver soit à les dégager, soit à les reprendre quand elles ont été formulées par d'autres. Le problème dans les sciences sociales, c'est que très peu de gens ont formulé des lois. Bourdieu à peine disait les lois qui font que le capital culturel va au capital culturel. Bon, c'est une façon de dire une chose, mais c'est une loi empirique au sens de Kepler, c'est-à-dire elle est restreinte. On pourrait dire la loi qui fait que le capital économique va au capital économique. Donc, en fait, il faut en faire une loi de la reproduction conservation qui est valable pour toutes les sociétés humaines. Toutes les sociétés humaines cherchent à se reproduire. À reproduire sa structure de base. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça bouge, ça change, ça se transforme, donc c'est une loi qui ne fonctionne pas. Ben si, mais elle est soumise à d'autres lois. C'est-à-dire qu'il y a d'autres lois qui font que la tentative de reproduire l'existant n'arrive pas à fonctionner. Elle arrive à fonctionner relativement bien quand vous avez des situations exceptionnelles, comme par exemple les aborigènes d'Australie. Si des Anglais découvrent une société aussi, alors je veux dire primitive, désolé, mais technologiquement clairement primitive, où comme dit Testard, ils n'avaient même pas l'arc. C'est-à-dire que ils avaient un propulseur de lance. Mais ils avaient des haches, des massues, des lances, des boucliers. Ils n'avaient pas inventé l'arc. Et c'est sans doute la situation insulaire qui a fait que, dans un état, dans un système, un écosystème donné, ils n'ont pas eu besoin d'aller au-delà. C'est pour ça que moi, je ne les considère pas comme primitifs.
au fond. Et encore une fois, ils ont développé des systèmes de parenté extrêmement complexes. Donc ils se sont développés dans des secteurs où nous, on a plutôt simplifié que complexifié. Mais voilà, on a des situations où les gens sont restés pendant très 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 longtemps dans un état qui était technologiquement celle de société paléolithique du supérieur, quoi, pas mieux. Donc des fois, ça ne bouge pas tant que ça. Voilà. Il y a des vrais laboratoires de ce point de vue-là. Et les situations insulaires sont souvent des laboratoires, y compris pour les biologistes, parce qu'on voit que les espèces n'évoluent pas de la même façon sur une île que dans des espaces beaucoup plus ouverts. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je compare des savoirs qui ont été produits par des gens formés en biologie, mais éthologues, et travaillant essentiellement sur les structures sociales, les comportements sociaux, etc. Donc là, c'est des collègues, quasiment, mais qui s'ignorent. Donc je dis juste à mes collègues sociologues, historiens, etc., n'hésitez pas à aller chercher du côté de cette mine que représentent les travaux des éthologues. Parce que les gens pensent que dès lors que c'est des animaux non humains, c'est la nature, c'est la biologie. Non, c'est du social. Le social, c'est pas le social humain. Ça, il faut arriver à se le mettre en tête. Non seulement la culture préexiste à l'humain, sous des formes beaucoup moins développées, on va dire, notamment parce qu'il n'y a pas des processus d'accumulation culturelle aussi évidentes que chez nous, mais en plus on a des structures sociales depuis très longtemps, et que les biologistes ont compris pourquoi on faisait société dans plein de situations. C'est des questions de survie. C'est un avantage évolutif. Quand vous voyez tous les manchots sur la banquise qui se mettent ensemble, c'est parce que sinon ils mourraient de froid. Ils se mettent tous ensemble parce que la température augmente. Et les pigeons, je passe régulièrement devant des pigeons quand je marche le matin sur les berges du Rhône, vous voyez les pigeons ensemble. Et pourquoi ? Parce que quand vous avez 15-20 pigeons, il y a toujours une oreille, un battement d'aile, un truc qui permet aux autres de se dire « Ah, il y a un danger, donc je m'envole ». Donc c'est une sécurité. Voilà, donc moi je pense qu'il y a tout ça qu'on peut mettre en commun, et il y a aussi cette affaire qui se rapproche de ce que vous avez commencé à dire, de voir les corrélats sociaux, les conséquences sociales d'un certain nombre de propriétés biologiques. J'ai évoqué que l'électricité secondaire parce que je n'avais pas le temps, mais par exemple il y a la longévité de l'espèce. On a compris, et ça c'est grâce à des préhistoriens, des biologistes évolutionnistes qui s'intéressaient aux questions de transmission culturelle, etc., que la longévité de l'espèce humaine qui fait que nous pouvons vivre 3 générations en même temps a décuplé nos capacités de transmission culturelle. Donc ça, voilà, si on vivait, j'ai dit tout à l'heure, il y a des abeilles qui vivent 6 semaines. Si on vivait 6 semaines, on n'en serait pas là. On n'aurait pas inventé les ordinateurs, tout ça, c'est pas possible. Voilà. Il faut une condition, il faut avoir du temps pour accumuler de l'expérience, il faut avoir du temps pour la transmettre, et la transmettre sur plusieurs générations, pour assurer la culture à transmettre. Si on casse cette chaîne-là, on est mort. Voilà. C'est pour ça que quand on attaque le système scolaire, quand on retire des jeunes plus tôt du système scolaire, pour moi c'est criminel. Mais c'est criminel du point de vue de l'espèce, et de la survie de notre espèce. C'est-à-dire qu'on a tout intérêt à laisser le plus longtemps possible des gens apprendre des tonnes de choses dans des systèmes scolaires. Parce que les savoirs se sont tellement accumulés, complexifiés, etc., qu'il faut ça. Bon. Bref, on a des propriétés biologiques qui ont des conséquences sociales. Voilà. J'ai cité quelques prémices, comme toujours, il y a des pépites chez Maurice Halbwachs que j'adore, enfin qui est un auteur, à chaque fois que je le relis, je tombe sur des choses incroyables. Halbwachs essaye de déduire d'un certain nombre de situations biologiques. Pourtant, c'est un durkheimien, il pense que le social doit expliquer le social, etc. Mais il dit le biologique a quand même des effets de structuration des organisations sociales.
Et récemment, on en parlait à midi, il y a un historien, un grand historien américain, si je ne me trompe pas, Kyle Harper, qui a montré les effets des rapports entre organisations sociales et présence de virus, et fonctionnement même des virus. On voit que c'est par une abstraction incroyable qu'on a enfermé l'humain sur lui-même, c'est une forme d'anthropocentrisme, voilà, on a fermé l'humain sur lui-même et on a décidé que le social commençait avec l'humain, commençait et terminait avec l'humain, que la culture était purement humaine, et que l'humain voilà, était une singularité incroyable dans l'ensemble des espèces. Tout ça est évidemment faux, c'est anti-darwinien et donc anti-scientifique au possible, mais les sciences sociales reposent là-dessus. C'est quand même malheureux. Et quand je vois des collègues qui peuvent contester un certain nombre de mes remarques dans le bouquin que j'ai pas inventé, que je ne fais que puiser chez des tonnes de collègues, préhistoriens, archéologues, paléoanthropologues, etc., biologistes, parce qu'ils croient que tout est construit culturellement, il y a un problème. À un moment donné, il faut retomber un peu sur Terre et se dire on n'est pas sorti de n'importe où. Enfin, si tout le monde croit un minimum en la science et en la science darwinienne, on sait que nous sommes dans une continuité évolutive avec les autres espèces, que nous partageons des choses en commun, nous avons des spécificités, que la culture nous distingue effectivement, l'accroissement de cette culture, parce que là aussi, hein, c'est une histoire des dernières centaines d'années qui nous fait très très culturel. Et pendant combien de centaines de milliers d'années le genre Homo s'est contenté de tailler des bifaces, de faire des tranchoirs, des racloirs, etc. On n'était pas quand même... L'homme n'est pas né avec un téléphone à la main, quoi. Ça s'est pas fait comme ça. Donc en fait, il faut arriver à replacer dans cette longue histoire évolutive et se rendre compte que les sciences sociales ont fait quelque chose que j'appelle une forme de théologie de l'autocréation culturelle de l'homme par l'homme. Voilà. À laquelle j'ai participé personnellement, puisque moi j'ai souvent dit à des étudiants en première année de sociaux, quand j'enseignais à l'université de Lyon 2, il y a fort longtemps, je leur disais, en fait, on est comme des programmes d'ordinateur, c'est vide, et la culture, ça remplit tout ça. C'est une approximation, et il se trouve qu'elle est fausse. Elle est fausse. Elle n'est pas complètement fausse, parce que, évidemment, oui, il y a des choses qui s'enrichissent, qui se modulent en fonction des sociétés, des époques, etc., par des éléments culturels. Mais ces éléments culturels s'enroulent autour de choses qui sont invariantes et qu'on ne voit même plus parce qu'on n'a plus de point de comparaison. On ne sait plus où sont les invariants. Et ces invariants-là, ils sont pourtant centraux pour comprendre les variations. Comme je dis aussi souvent, si on dit qu'il n'y a que des variations à étudier, des variations autour de quoi? C'est plus des variations, c'est la dissémination générale des objets. C'est une variation, ça veut dire que ça varie autour de quelque chose qui est invariant. Variation ne va pas sans invariant. Or, on a jeté la question des invariants et on pense que tout est construit culturellement. Quand j'ai parlé de l'évitement de l'inceste tout à l'heure, qui est présent aussi bien chez plein d'espèces non humaines et chez nous, il y a des gens qui disent « oui, mais nous, on a formulé le tabou de l'inceste, etc. » et ça prend des formes différentes, et on a des normes qui ne sont pas les mêmes selon les époques. Et puis, il y a des gens qui pratiquent l'inceste tout à fait officiellement chez les pharaons, etc. Ce qui est vrai. Mais il faut comprendre pourquoi. Et ça, c'est intéressant. C'est des dominants qui, maîtrisant les règles, disent « je me mets en règle, donc j'ai le droit à l'inceste ». Donc c'est intéressant parce que c'est en comprenant les différentes lois qui fonctionnent ensemble qu'on arrive à comprendre les exceptions. Donc l'espèce qui produit le plus d'inceste, c'est l'espèce humaine. C'est pas les autres espèces. Les autres, elles sont assez régulées, parfaitement régulées de ce point de vue-là. Et donc, du coup, ce que moi je ne cesse de dire, c'est que si on considère qu'il y a cette continuité évolutive sur un point comme l'évitement de l'inceste, qui a longtemps été considéré comme spécifiquement humain, pour des raisons culturelles, alors
on se rend bien compte qu'on ne peut pas dire que l'espèce humaine a tout recommencé, est partie de zéro, avec une sorte de biologie annulée, de biologie au sens de situation, de propriétés biologiques, etc., qui nous conduisent à des régulations sociales. Hein. C'est pas encore une fois la biologie qui détermine directement les formes de comportements sociaux, mais on peut pas tenir cette idée de tout est construit culturellement, ou alors on est obligé de dire ah ben comme par hasard, on recommence exactement sur les mêmes bases, mais culturellement. Et là, il y a un truc un peu stupide. Constater que chez les mammifères, il y a beaucoup de domination des mâles sur les femelles, et constater qu'il y a une très ou quasi-universalité des formes de domination masculine sur Terre, dans toutes les sociétés documentées, avec des contre-exemples étudiés, et qu'il faut absolument étudier pour comprendre pourquoi ça s'est inversé dans certains cas, etc. Enfin, inversé totalement, non. Il n'y a pas de situation matriarcale jusqu'à plus ample voilà, documentation. C'est pas un hasard. Il y a eu de la domination des mâles sur les femelles, chez les primates, c'est un grand classique. Pas chez tous les primates, mais chez les grands singes, oui. Et voilà, on n'a pas recommencé uniquement sur des bases culturelles. Il y a des forces sociales qui ont gouverné des divisions du travail entre mâles et femelles dans plein de sociétés de mammifères. Comme nous sommes des mammifères, nous sommes des primates, nous avons des propriétés biologiques en commun, etc., qui nous conduisent à avoir des structurations sociales qui sont en partie analogues. Ouais. Et je sais que c'est difficile, hein. Je suis sur un fil avec des gens qui veulent me faire tomber du côté de la sociobiologie, mais ils n'y arriveront pas, et d'autres qui... Voilà, enfin, qui timidement me disent « oui, c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Comment on peut faire de la sociologie, de l'histoire, de l'anthropologie sur ces bases-là, tellement c'est grand, tellement c'est... Bah oui, mais c'est pas de ma faute, c'est les problèmes qui sont énormes, c'est pas moi qui pose problème. » Juste vous remercier encore une fois. Merci, merci.